tous, puisque vous êtes déjà une bonne trentaine à être connectés. Je vais simplement mettre, vous avez un petit espace de questions-réponses. Je vais remettre un petit message pour simplement vous dire bonjour. Et comme ça, vous pourrez également vérifier que vous avez un espace de questions-réponses. Cyril Amat qui est avec moi, on va être deux donc à animer cette visio. Je me présente rapidement, Vincent Mangin, je suis le vice-président de la Ligue en charge de la compétition. Plus particulièrement, merci pour la mise en avant, Cyril. Et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne ce soir, je suis également président de la commission régionale d'arbitrage et vice-président de la commission fédérale d'arbitrage, en charge particulièrement des tournois. Donc, tout un espace, tout un panel de fonctions qui permettra de répondre normalement à beaucoup de vos réponses. Et Cyril, que nous avons avec nous, Cyril Amat, tu peux peut-être d'ailleurs maintenant te présenter en visio, parfait. Écoute, vice-président de la commission régionale d'arbitrage et également tout frais JT3, donc qui a pu subir il n'y a pas longtemps cette montée en compétence vers le niveau 3 de juge arbitre de tournoi, même si tu as par ailleurs une compétence de badge blanc de chef des arbitres. Et nous avons eu cet été un gros aparté avec les formés au niveau 3 juge-arbitre sur tout ce qui est justement classement en particulier. Cyril, je te laisse la parole pour t'amener de te présenter si j'ai oublié des choses particulières. Non, bonsoir à tous, tout a été dit, merci Vincent. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. En effet, il y a eu une forte demande des juges-arbitres pour se faire un peu mieux expliquer l'impact de ce nouveau classement sur le travail de juge-arbitre. Ça concerne les juges-arbitres de tournoi, mais aussi les juges-arbitres qui officient dans les comités départementaux pour les championnats individuels, mais aussi les championnats par équipe. L'idée, c'est qu'en une heure, on puisse brosser un petit peu tous ces impacts. Tout d'abord en reprenant quelques introductions sur ce qu'est le classement. Ça sera très rapide, hein. On s'adresse à un public de connaisseurs, donc on ne va pas non plus tout exposer de A à Z. On vous expliquera également comment fonctionne le nouveau classement. Là encore, on restera sur les grandes idées. On n'a pas la technicité du service classement de la FFT, mais voilà, comprendre un petit peu quelles sont les nouveautés du calcul du classement. Et du coup, rentrer dans le vif du sujet assez rapidement sur les conséquences sur les compétitions individuelles, tournois et championnats, je l'ai évoqué juste avant, et le fonctionnement en pratique dans l'AEI, dans Moja, comment on fait pour actualiser des classements, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Voilà, on va essayer de vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez appréhender au mieux le rôle de juge-arbitre, que vous faites déjà très bien, j'en suis sûr, mais avec cette évolution du classement. On évoquera également un point sur les conséquences pour les matchs par équipe. Là, ça s'appuiera également, ça se dira plus sur les organisateurs des championnats, mais en tant que joueur, en tant que peut-être dirigeant de club, vous aussi, vous pourrez prendre quelques infos pour les championnats à venir. L'importance de la date des matchs, on y reviendra, et un petit point également sur les évolutions d'Antenne Up pour les licenciés. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, comment ils peuvent simuler leur classement. J'imagine que vous aussi, vous êtes compétiteur. Vous aussi, vous êtes allé voir un petit peu d'Antenne Up comment ça fonctionnait. Vous l'avez vu, il y avait un classement qui est sorti mardi, le classement d'octobre. Donc voilà, on est en plein dedans. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de clés, comme je le disais. Alors tout d'abord, avant que tu continues, simplement, je vois qu'il y a eu une ou deux petites questions sur le fonctionnement de cette visio. Donc, vous donnez un peu le cadre. Alors, pour nous, c'est une grande première. Vous êtes sur le premier événement diffusé en direct via Teams pour la Ligue, avec un certain nombre de participants qui grimpent au fur et à mesure. Et tant mieux, vous êtes très nombreux à avoir été invités. Nous avons fait le choix de faire ce type de visio qui n'est pas une visio habituelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas avec un groupe restreint avec les micros qui sont activables pour les uns et pour les autres. Vous allez donc constater que vous ne pouvez pas nous parler. Donc, n'essayez pas de nous parler avec le micro. Par contre, il y a un espace de questions-réponses que vous avez dû voir sur la droite. N'hésitez pas à mettre déjà ne serait-ce qu'un petit coucou. On en sera ravis, ne serait-ce que pour voir les noms qui s'affichent au fur et à mesure. Voilà, s'il y a des questions, c'est là-dedans qu'il faudra les poser. On va essayer, Cyril et moi, pendant que l'un des deux
parle de regarder les questions qui peuvent intervenir en cours de route et régulièrement durant nos interventions de compléter et de répondre à vos questions ou peut-être s'apercevoir au fur et à mesure, si on est très très fort, que les questions auront trouvé réponse au fur et à mesure déjà de nos interventions. Mais je ne doute pas que vous trouverez des cas tordus au fur et à mesure en raison du nouveau classement. Cyril, allez, à toi on la est parole. parti. Alors pourquoi l'évolution du classement dans le tennis? Ce soir, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est juste là pour expliquer pourquoi c'est arrivé et quelles sont les nouvelles méthodes de calcul. L'idée, ça a été de proposer un classement plus juste, plus lisible. Effectivement, l'idée, c'est que, voilà, au fur et à mesure de l'année, on a le classement de notre niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'histoire de je suis 32 en début d'année, je joue déjà très bien, et en fait, au fur et à mesure du classement mensuel, je monte, je monte, je monte. Voilà, là, avec cette histoire de classement glissant, eh bien, on aura toujours à peu près le niveau du classement qu'on a. Il va falloir une petite année quand même, 11 mois maintenant, pour que ça se mette vraiment en place, mais en tout cas, voilà, on est lancé. Apporter une cohérence chaque mois, dynamiser la compétition. Eh bien oui, chaque mois, il y a une moulinette, on descend, on monte. On ne peut descendre qu'une fois tous les 12 mois. Mais voilà, l'idée, c'est que ça va permettre un peu aux compétiteurs de jouer de manière un peu plus régulière. Ça n'impactera pas les compétiteurs qui ne jouent qu'un mois dans l'année. Mais si on veut un petit peu se donner les moyens, etc., on va pouvoir peut-être un peu plus dynamiser la compétition. Renforcer l'universalité du classement. Effectivement, vous l'avez compris, le nouveau classement fédéral est un peu calqué sur le classement professionnel international. On gagne des points à chaque tournoi et l'année d'après, ben, si on refait le tournoi, eh ben, on remet ses points en jeu. À la différence qu'au niveau international, on gagne des points en fonction du nombre de tours qu'on atteint. Le classement français, lui, on gagne des points toujours par rapport au classement de l'adversaire, à la perf éventuelle que l'on va faire. Assurer les meilleures transitions d'une saison sportive à l'autre, effectivement, jusqu'à présent, il y avait une grande moulinette générale annuelle qui se faisait d'une saison à l'autre, et on avait vraiment tous les compétiteurs qui étaient, entre guillemets, mis en cause dans cette moulinette, ça monte, ça descend, etc. Là, on va avoir des montées toute l'année, on va avoir des descentes toute l'année, ça va permettre de lisser un petit peu ces ajustements-là sur toute l'année. Et voilà, corriger les imperfections, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué. Grosso modo, ça répond aux attentes des compétiteurs. C'était des remontées de terrain. Alors, je vous le dis comme on nous l'a vendu, je n'invente rien. C'est une décision, une réforme qui a été lancée sous la mandature précédente et qui a été terminée sous cette mandature-là parce que, de l'avis de tous, eh bien, il y avait un réel besoin. Donc, bien évidemment, la Fédé a largement communiqué. Vous avez peut-être déjà suivi des communications publiques qui ont été faites via des lives Facebook, via le site internet de la Fédé, sur lequel nous vous encourageons à aller, puisqu'il y a beaucoup d'informations relatives aux méthodes de calcul sur le nouveau classement. Et bien évidemment, tout en bas des différentes tuiles, vous avez les officiels de la compétition, le juge-arbitre. Eh bien oui, parce que le classement, il est lié à la compétition, et qui est le garant de la compétition, qui est le garant de la sincérité des résultats, un terme très juste et très cher à Vincent, eh bien, c'est le juge-arbitre. Donc, effectivement, pour que ce nouveau classement soit bien appliqué, pour qu'il soit compris de tous, des joueurs, eh bien, il faut que les juges-arbitres aient l'info, il faut qu'ils soient à même de pouvoir l'expliquer à tout le monde. Un petit point sur l'historique. Vincent, je te laisse checker les questions Oui. s'il y en a. J'essaye, alors justement, je vais simplement rassurer tout le monde. Il y a déjà eu quelques questions, des questions pour l'instant, simplement pour dire est-ce qu'on m'entend. Donc, je vous ai répondu tout à l'heure, non, on ne vous entend pas et c'est volontaire. On veut vous voir, on veut avoir les questions par écrit au fur et à mesure. Une précision, parce qu'on découvre nous aussi les fonctionnalités au fur et à mesure de ce nouveau mode de diffusion en live. Vos questions sur l'espace questions et réponses ne sont publiées que si Cyril ou moi cliquons ensuite sur un bouton pour publier officiellement à tout le monde. Donc c'est normal si les autres ne voient pas tout de suite vos questions. On les publiera au fur et à mesure. Ne m'en voulez pas, pour l'instant, je n'ai pas publié les bonjour, bonsoir, coucou et compagnie. Je suis ravi par contre de les voir, mais simplement je vais essayer de publier au fur et à mesure vraiment les questions concernant le classement au fur et à mesure. Et simplement pour reprendre de volet, donc Cyril, enfin en tout cas l'accompagner, j'insiste lourdement sur la petite phrase qu'il a lâchée, qu'il dit, et il a raison, cher à mon cœur, nous sommes les officiels de la compétition, garants de la sincérité des résultats. C'est une toute petite phrase qui prend une importance
extrême quand on comprend vraiment l'essence même de notre, j'allais dire notre métier, oui, puisque ça me demande une qualification, donc c'est pas anodin. On est garant de la sincérité des résultats. Ça veut dire qu'on est censé faire gaffe si les joueurs trichent pas sur le terrain, mais on est censé aussi faire en sorte que les résultats, les remontées de résultats soient les plus cohérents possibles pour que, in fine, le classement soit le plus juste possible. Vous dire aussi que sur l'historique que vous présente Cyril, sur l'origine de quand ça vient le classement et pourquoi la précédente mandature a voulu cette évolution, il y a aussi tout simplement de répondre à un besoin de modernité. Ceux qui font parmi vous peut-être du golf, par exemple, qui est un sport comparable en termes d'architecture, de compétition, le fait que c'est un sport individuel aussi, etc. Les classements évoluent à chaque tournoi, en fait, directement. Il n'y a même pas de discussion, c'est directement le tournoi lui-même qui fait évoluer le classement. Donc nous, on avait une granularité jusqu'à aujourd'hui qui était d'1 an. Sur la baisse en termes de classement. Il y avait le classement intermédiaire qui permettait de monter. Aujourd'hui, ça a été carrément ramené à des années glissantes. Donc voilà, on va avoir un nouveau classement tous les mois. C'est simplement pour répondre aussi à un besoin de modernité et peut-être de refléter un peu plus la réalité de votre état de forme à l'instant T, un peu plus. Voilà. Voilà, donc comme vient de le dire Vincent, effectivement, sur une année sportive, on avait le classement à la fin de l'année qui correspondait au classement N+1 qui allait s'appliquer pour l'année suivante, et on jouait sur l'année sportive avec le classement qu'on nous donnait. Puis progressivement, comme l'a dit Vincent, on a vu l'apparition d'un classement intermédiaire, puis quelques années plus tard, il y a eu la création d'un deuxième classement intermédiaire. On a évolué ensuite vers un troisième classement intermédiaire, pour arriver ces dernières années à un classement mensuel. Donc effectivement, il était nécessaire de changer d'approche. C'est quoi une année sportive? Juste pour remettre un petit peu dans le cadre, effectivement, c'est du 1er septembre au 31 août. Vous le savez, on n'est pas sur des années civiles, on est sur des années sportives donc qui sont comme celle-ci. Donc voilà, on a, par exemple, au 1er septembre 2021, on a attaqué l'année sportive 2022, qui allait se terminer donc au 31 août 2022, à partir du 1er septembre 2022, etc., etc. Cette année, du coup, avec le classement, on va prendre en compte les résultats de manière glissée sur 12 mois. Donc, on ne sera plus du 1er septembre au 31 août, mais on sera de mois en mois des 12 derniers mois, et ainsi de suite. Vous voyez, sur l'animation, je pense que c'est assez important. Sachant qu'on garde quand même cette notion d'année sportive, puisqu'elle définit toujours la validité de la licence et les catégories d'âge, bien évidemment. Mais on va dire que le classement, lui, il sera indépendant, en fin de compte, de cette année sportive. Voilà, une autre animation qui vous explique un petit peu ce système de classement glissant sur 12 mois. Ben voilà, en septembre, on défend les points de septembre de l'année dernière, et ainsi de suite. OK. Alors, quelques fonctionnements maintenant sur le calcul du classement. Ce qui n'a pas changé déjà, c'est que le calcul du classement, bien sûr, il se base sur les meilleures victoires du palmarès. On a toujours un nombre de victoires pris en compte. Et bien voilà, on est toujours sur la même logique. Bien évidemment, plus on fait des perfs élevés, plus le nombre de points est important. D'accord? Donc, meilleure est la victoire, c'est ce qu'on vous explique, plus le nombre de points est important. Bien évidemment, à chaque classement, on a un barème de points qui définit le nombre de points qu'il faut atteindre pour atteindre le classement qu'il faut avoir. Et bien évidemment, le nombre de victoires prises en compte dépend du classement du joueur et du ratio victoire-défaite. On a également toujours la possibilité d'avoir des bonifications pour les championnats individuels et pour les doubles. À la différence que ces bonifications, cette année, ont été augmentées. À titre d'exemple, par saison, on pouvait avoir jusqu'à 25 points bonifiés pour les doubles. Sur certains classements, sur certaines séries, on peut monter jusqu'à 70 points maintenant. Donc, c'est quand même pas négligeable. Voilà, vous avez entendu que tous ces barèmes de comment ça s'appelle, de bonification aujourd'hui sont en cours de réglage au fur et à mesure. C'est-à-dire que globalement, il y a des choses qui sont d'ores et déjà arrêtées, mais qui vont être réadaptées au fur et à mesure. On est en période de rodage, donc il n'est pas impossible que, par exemple, des secondes séries, par exemple, s'ils ont une bonification de 25 points par tour de gagner en championnat de ligue,
avec un maximum de 7 matchs. C'est grosso modo ce qui est annoncé aujourd'hui. Il n'est pas impossible que d'ici un mois ou deux, ça soit réajusté non pas à 7 matchs, mais à 6 ou à 9, et que ce ne soit pas 25 points, mais que finalement ce soit que 20 ou 30. Donc il y a des ajustements comme ça qui vont être réadaptés légèrement en cours de route. On est vraiment sur une période de réglage, de rodage. Il a déjà fallu faire en sorte que d'un point de vue informatique, tout tienne, parce qu'il y avait plein de petites choses qui n'étaient pas complètement prévues. Quel classement était affiché dans TENUP, quel classement était affiché dans le palmarès, etc., dans les tableaux. On va y revenir, mais sachez en tout cas qu'il y a des choses qui vont encore à la marge se réadapter. On a une question dans le chat pour savoir s'il existe des bonifications en cas d'absence de défaite à échelon égal ou inférieur. Oui, c'est toujours le cas. Ça n'a pas changé par rapport à avant. Donc voilà, quelques repères également sur le nouveau classement. Avant, on sortait le classement le lundi. Cette fois, ce sera le mardi. Pourquoi ? Pour prendre en compte les résultats du week-end. En effet, si un tournoi se termine le dimanche, c'est bien que ça soit pris en compte dans le classement du mois suivant. Si quand on va rentrer dans la période des matchs par équipe, voilà, tous les résultats du week-end compteront dès le mardi suivant. Donc effectivement, ça explique aussi ce décalage au mardi. On a la prise en compte du décalage horaire pour les Outre-mer et pour les joueurs numérotés, on y reviendra, mais aussi l'apparition des classements ATP et WTA. On a également une petite pensée pour nos amis du beach et du paddle. Ne vous inquiétez pas, il y a 2-3 questions que pour l'instant j'ai simplement publiées. On y répondra un peu plus tard parce que ça tombe bien, il y a des parties qu'on présentera qui répondront naturellement à vos questions. Donc, je les ai publiées pour ne pas les oublier et au contraire les mettre en avant. Avant, on était sur un classement mensuel où on ne pouvait que monter et la grande moulinette était annuelle au classement final. Cette année, à partir de maintenant, la grande moulinette, c'est tous les mois, tous les premiers mardis du mois, la grande moulinette a lieu. Donc plus de remise à zéro en début d'année. Donc effectivement, on va lisser, c'est un petit peu les grands principes que je vous expliquais. Ce qui est important là, maintenant, sur la 4e ligne, c'est la prise en compte du classement au jour du match. En effet, avant, on battait un jeune en début de saison qui était 32, il finissait la saison à 15-3, et ça nous comptait une perf à 15-3, les fameuses indirectes. Maintenant, ce système, c'est terminé. On a les points au jour du match. Donc, si je bats un 32, il me fera les points d'un 32. Si je bats un 15-3, il me fera les points d'un 15-3. Qu'il soit monté ou descendu après, peu importe. Le jour où je l'ai battu, il était 15-3. À ce jour-là, il me rapporte tant de points. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté et une grosse évolution qui va permettre, en fin de compte, d'avoir les points du niveau du joueur auquel on a battu. Oui, je l'ai battu à 32 parce qu'il valait 32 et à la fin de la saison, comme c'est un jeune, il a beaucoup progressé, il est monté 15-3. Finalement, je gagnais des points d'un niveau que finalement, je n'avais pas forcément battu sur le terrain. Là, j'ai battu un 32, il a le classement 32, il me fait les points de 32, tout simplement. Alors évidemment, j'entends régulièrement, puisque j'étais moi-même en tournoi pendant 5 semaines début d'année, plein d'inquiétudes et plein de questions sur justement ce fameux niveau réel du joueur sur le terrain, avec des questions du genre, oui, mais il est 31, mais il a repris un niveau de 15-3, mais en réalité, quand je l'ai battu, il avait déjà plus ou moins son niveau de 15-3, je bénéficie pas de son classement. Alors, justement, tout l'intérêt et tout le challenge de ce nouveau classement, c'est d'avoir de plus en plus un classement à l'instant T qui reflète le niveau réel du joueur. Donc, par exemple, sur ce cas de figure très précis, ce genre de joueur, si vraiment c'est dans le tournoi qui passe 15 tours, il y aura des procédures pour le reclasser rétroactivement pour vous faire bénéficier d'un classement, d'une victoire, non pas à 31, mais peut-être à 15-4, parce qu'il y aura une estimation faite rétroactivement de ce classement-là. Donc, il y aura des choses comme ça qui vont s'ajouter de manière à vraiment refléter le niveau réel à l'instant T du match, à l'instant T, en tout cas au mois où on le joue. Donc, par contre, effectivement, comme l'a dit Cyril, terminer le jeune, très jeune, qu'on bat en début d'année et qui finit 5-6 classements plus loin et qui nous fait une perf monstrueuse qu'on n'aurait jamais fait par ailleurs. Voilà, et après une simulation sur TENUP qui est un peu plus améliorée, on vous donnera des captures d'écran en fin de diaporama, on va avancer un petit peu. Quelques infos aussi par rapport aux matchs libres. Avant, tous les matchs libres comptaient. Aujourd'hui, il n'y a qu'un certain nombre de matchs qui comptent en fonction de son classement. L'idée, c'est que le match libre ne remplace pas la compétition. Il est là pour faire découvrir
la compétition. Et après, bien évidemment, le joueur doit aller sur les tournois, doit aller sur la compétition. Le match libre en soi, c'est un appel, mais ce n'est pas une compétition en tant que telle, on va dire. Pour la gestion des WO aussi, quelques changements. Vous le savez, avant, on avait 5 WO, on descendait. Maintenant, avec le nouveau classement, il va y avoir un prorata. Effectivement, on va sanctionner différemment un joueur qui a joué 5 matchs dans la saison de celui qui en a joué 80. Donc, il va y avoir un prorata de VO par rapport au nombre de matchs qui fera qu'à partir d'un certain moment, on sera pénalisé et on descendra à cause de nos trop nombreux WO. Une grosse évolution, et c'est très important ça aussi, une limitation de montée. Avant, quels que soient les perfs que j'avais fait, si j'avais les points pour monter 15-3 alors que j'étais 15-4, je montais 15-3. Aujourd'hui, si j'ai les points pour monter 15-3 alors que je n'ai jamais battu un 15-3 ou au-dessus, je ne monte pas 15-3. Donc il faut vraiment battre sur le terrain le classement qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est une grosse évolution et ça implique aussi pas mal de choses pour le juge arbitre. On y reviendra. La seule exception sera pour le classement 40, qui restera l'exception qui confirme la règle, où effectivement, dès qu'il y aura quelques micro-points de gagner, on montera 40 malgré tout. Voilà. Après, il y aura par contre pour l'échelon d'après, le classique, 2 non classés qui se battent, un non classé gagne, il passait automatiquement 35, ne sera plus possible, puisque le non classé, à ce moment-là, n'a pas encore battu de 35. Voilà, donc ça a des impacts vraiment pour tous les classements. Et enfin, la gestion des numérotés, on va y revenir. Il y aura une cohérence avec le classement international et il va y avoir une évolution des numéros aussi chaque mois sous condition, y compris en première série. Les numérotés, nous voilà. Sur le classement féminin de N1 à N60, sur le masculin de 1 à 100. Et dans ces numéros, on peut distinguer 3 catégories. Les premières séries pour les dames de N1 à N20, le top 40-60, donc de N21 à 40, et le top 60 pour de N41 à 60. Pour les messieurs, voilà, on est de N1 à N30, N31 à N60, N61 à N100. Ça, pour vous aussi, juge arbitre, c'est important. Parce que pour la progression des classements, quand vous êtes sur votre tableau final, chaque tranche correspond, si on schématise, à un écart de classement. C'est-à-dire que si vous avez un N31, par exemple, chez les messieurs, vous avez un N31, donc il est dans la deuxième tranche, et que derrière, vous avez des moins 4, ils vont jouer à 3 classements d'écart, parce qu'au-delà de moins 4, il y a moins 15, il y a la première tranche N61, N100, et il y a ensuite cette deuxième tranche. Donc, ça peut être intéressant pour vous, par rapport à l'harmonie de votre tableau, etc., de bien réfléchir à, attention, là, il est dans la première tranche, ça fait plus de classement d'écart. Là, il est dans la dernière tranche, donc le moins 15, s'il joue à N99, en fait, ça lui fait, entre guillemets, qu'un seul saut de classement à faire. Il va directement au classement supérieur. Alors, là, on vous parle de ces échelons-là, c'est peut-être, j'imagine assez aisément, des échelons de classement que peu d'entre vous pratiquent, puisque là, il y en a globalement relativement peu de ces jours-là. La preuve, il y en a 100 chez les messieurs et 60 chez les dames, plus quelques numéros bis, ce qui fait qu'on doit être en réalité à 110 et 70 grosso modo. Et ils ne sont que dans les plus gros tournois avec les plus gros prix. Mais néanmoins, il faut en avoir conscience. Et pour ceux qui les gèrent, qui ont ces joueurs-là, leur gestion parfaite est impérative. J'entends par là que quand vous avez ces joueurs-là dans vos tournois, c'est que, a priori, vous avez des gros montants de prix dans votre tableau final. Donc, à partir de là, l'équité sportive est fondamentale au regard des prix. Là, par contre, là, du coup, on va vous demander de vraiment gérer parfaitement le fait qu'une première série est meilleur qu'un top 40-60, qu'on appelait avant les promos, et meilleur qu'un top 60 féminin, un top 100 hommes, qu'on appelait avant les moins 30. Ça correspond à ça réellement. Et il faut absolument distinguer au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 2 premières séries, ça peut se justifier dans ce cas-là de les mettre directement en demi-finale par rapport à des top 40 ou top 60 de la tranche en dessous. Mais par contre, ne mélangez pas, par exemple, des premières séries avec un top 40 féminin en quart de finale et puis d'autres top 40 féminins en huitième de finale. Il y aurait inéquité entre une des top 40 et le reste des top 40. Donc cette gestion-là, les joueurs et joueuses la connaissent de plus en plus, donc vous vous demandez un sacré degré d'exigence.
Enfin, je voudrais simplement terminer sur une petite chose. Vas-y, continue ton slide, parce que justement, c'est là-dessus que j'allais enchaîner sur les calculs par rapport au classement. Ce qu'on affiche là, c'est que top 40 féminin, top 60 masculin et tout ce qui est en dessous sera calculé purement et simplement avec le classement, avec le calcul du classement actuel. Avec simplement la petite différence, c'est qu'il n'y a que des places réservées de 40 à 60 chez les dames en numéroté et 60 à 100 chez les hommes en numéroté. Si jamais, même en ayant les points théoriques pour aller dans ce top, je suis le 101e homme, eh ben, je serai -4, -15, je ne serai pas dans le top 100. Ça reste un concours avec un nombre de places limité. Alors, il y a quand même une petite précision à apporter là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passe si je suis -15, j'ai battu le N100, j'ai les points pour monter N100, et en même temps, le N100 a les points pour se maintenir. Eh bien, on va avoir l'apparition du classement T100, c'est-à-dire que ce seront des joueurs qui auront le niveau numéroté, mais qui, entre guillemets, n'auront plus, se seront fait piquer la place à la numérotation, mais ils appartiendront quand même à cette catégorie de classement. Et ils le perdront finalement un peu plus tard, parce que cette réévaluation des numéros ne se fera pas tous les mois comme les autres. Il se fera tous les… Alors par contre, j'ai un petit doute, Cyril, si c'est 3 ou 6 mois. Il me semble que c'est 4. C'est 4, j'ai tout faux, autrement dit, merci. Donc tous les 4 mois, puisque c'est un peu particulier à la gestion de ces numérotés. Dernière chose sur les premières séries. Les premières séries de dames de 1 à 17 seront calculées exclusivement avec les points des joueuses en WTA. Chez les messieurs, de 1 à 27, ou 26 d'ailleurs, je dis une bêtise, donc 1 à 16 et 1 à 26 chez les messieurs seront également calculés uniquement à l'ATP, des résultats à l'ATP de ces joueurs-là. Il y aura 3 places réservées au calcul classement via particulièrement les CNGT, circuits nationaux des grands tournois, pour les places 17, 18, 19 chez les dames et 27, 28, 29 chez les messieurs. Et enfin, une place réservée aussi pour la numéro 20 dames et le numéro 30 messieurs pour les champions de France du CRIT, voilà, tout simplement, qui ont cette place réservée. Et oui, tous les 4 mois, merci. Voilà. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Alors, allez, on y va maintenant dans le vif du sujet, application du nouveau classement. Pour vous, juge arbitre. Pour la construction des tableaux, aucun changement. On respecte les règles d'établissement des tableaux. Donc là-dessus, ça ne change pas. En revanche, ce qui est important, c'est de définir une date de référence de classement pour disputer un tournoi. Bon, ça, c'est dans le cadre des tournois limités dans le temps, on y reviendra. Ce qui est très important surtout, c'est que si vous avez un tournoi qui se déroule durant la parution d'un classement, il va falloir, et là vraiment on vous incite à le faire, mettre à jour les classements de vos joueurs engagés sur votre tournoi en plein milieu de votre compétition. On va vous expliquer comment. Pourquoi? Parce que l'actualisation de ces classements, déjà, il permet de tenir compte de la force sportive. Il permet aussi d'avoir des tableaux plus justes, notamment sur les tableaux finaux, quand il va y avoir des prix à jouer. Effectivement, je vous prends un exemple, j'ai 4-15, je les fais partir en quart de finale. Le tour d'avant, j'ai 4-4, sauf qu'avec le nouveau classement qui vient de sortir, il y a un -15 qui est descendu -4, et inversement. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faut que tout le monde ait le même nombre de tours à classement égal pour aller chercher un chèque. Donc, effectivement, ça impacte la position dans le tableau. Ça peut impacter la position des têtes de série, etc. Donc, c'est vraiment important. Comment on fait pour actualiser le classement en cours de tournoi? On vous a mis des petites captures d'écran. Enfin, c'est pas nous qui avons fait le PowerPoint, mais voilà, la Fédé vous a mis des petites captures d'écran. Vous devez impérativement faire en sorte, pour actualiser les classements, que les joueurs ne soient pas dans un tableau. S'ils sont déjà affectés à un tableau, ils ne seront pas mis à jour. L'actualisation, elle se fait par épreuve. Donc, si vous avez un tournoi où vous avez l'épreuve senior, elle a plus de 35 et que vous avez un joueur qui est engagé dans les deux catégories, il faut impérativement mettre à son classement dans les 2 épreuves en même temps. Sinon, ça n'est pas possible d'actualiser son classement. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous pouvez le faire à partir d'un échelon
indépendamment de votre découpage. On va y revenir et ça, c'est très important. Vous pouvez le faire Alors, à partir d'un classement donné. je vais juste préciser une chose parce que ça, c'est quelque chose qui est délicat aujourd'hui. L'histoire de pouvoir actualiser un joueur uniquement s'il n'est placé dans aucun des tableaux de vos différentes épreuves à l'intérieur de votre tournoi, c'est un blocage qui n'existe que tant qu'il y a encore l'AEI et Moja qui cohabitent. À la seconde où Moja aura 100% pris la place de l'AEI, il n'y aura plus ce blocage. On pourra actualiser un joueur séparément dans un tableau, dans une épreuve, pardon, ou dans une autre. Autrement dit, dans votre épreuve senior, il peut très bien être à 15-1, alors qu'en senior plus, il est à 15-2, parce qu'entre-temps, vous avez fait une mise à jour de classement et il est redescendu, par exemple. Mais aujourd'hui, la cohabitation AEI-Moja bloque encore de ce point de vue-là. Vincent est très bien placé pour vous en parler puisqu'il participe à l'évolution de Moja, donc il est bien au courant de tout ça et je ne doute pas que ce sera bien plus simple une fois que Moja sera pour 100% des fonctionnalités. Si vous avez fait une erreur, on s'est planté, on a voulu actualiser et puis oh là là, putain, il y avait encore des joueurs dans un découpage, ça n'a pas marché pour eux, tout ça, vous pouvez revenir en arrière. Comme vous le voyez, vous devez définir la date d'actualisation. Alors bien évidemment, logiquement, on va mettre la date du dernier classement connu. Donc là, on pourrait mettre la date du mardi 4 octobre. Mais si on a fait une erreur, on a oublié de prendre un échelon de classement, tout ça, on peut revenir en arrière et redemander d'appliquer les classements du mois de septembre. Donc ça, c'est important. N'ayez pas peur de le faire, entre guillemets, on peut retomber sur ses pattes. Pour la question millésime M-1, bon, bah, c'est le cas des tournois qui commencent, voilà, qui commençaient là, fin août et qui allaient devoir être. Alors, je vais en parler du coup, parce que moi, je suis tous les ans sur ce sujet-là. Donc, je viens de terminer un tournoi qui commençait le 28 août et qui se terminait le 2 octobre. Donc, je suis obligé, moi, avec ce genre de tournoi, de prendre le classement millésime -1. C'est-à-dire que mon tournoi se termine au millésime 2023. Néanmoins, les classements pour faire mes tableaux qui commençaient le 28 août, les classements n'étaient pas encore sortis et dans la base de données, les joueurs apparaissent donc tous à non classés. Puisque le classement 2023 n'étant pas encore sorti, automatiquement, ils sont tous non classés. Ce qui d'ailleurs, à terme, avec ce classement glissant, il n'y aura plus cette même gestion-là, ce sera au long cours. Mais actuellement, c'est ce qui se passait. Donc, je fais systématiquement une prise en compte du classement 2022 pour commencer mon tournoi. Donc, de base, avant même de faire le moindre tableau, je mettais systématiquement le classement pris en compte au 15 août, par exemple. Il n'y a pas trop d'incidence là-dessus, au 15 août, mais millésime -1. Sinon, il prenait en compte le classement du millésime du tournoi, c'est-à-dire 2023. Donc, important de faire cette distinction-là. Les joueurs avec le millésime en cours n'étant pas encore commencé du point de vue du classement sont non classés. Donc, toujours penser à faire millésime -1 dans ce cas-là. Il n'y a vraiment que les tournois qui sont au tout début de la saison ou à cheval août-septembre qui ont ce souci-là. À partir de là, je commence le tournoi avec ce classement millésime -1, mais ensuite, je peux faire l'actualisation plus tard et Cyril va continuer pour prendre en compte le classement qui arrive début de saison, et etc. pour la suite. Alors, quand est-ce qu'on actualise? Bien évidemment, à la publication d'un classement ou, comme le disait Vincent tout à l'heure, en cas de reclassement individuel. Ça, c'est très important. Jacques Fayard, le président de la commission régionale de classement, s'excuse de ne pas être avec nous. Il est retenu par d'autres obligations. Il m'a appelé hier pour vraiment faire passer le message qu'en amont du tournoi, on y reviendra dans quelques slides, mais en amont du tournoi, si vous voyez qu'un joueur a été -4 et qu'aujourd'hui dans votre tournoi il est 30, il faut l'appeler, il faut lui demander un reclassement pour voilà, éviter que le mec passe 12 tours. On y reviendra. Et une fois qu'il l'aura fait, vous devrez actualiser le classement individuel de cette personne-là. Et vous pouvez tout à fait, avec ces cas de figure un peu tordus, puisqu'on fait un peu la chasse à ça, c'est vraiment, aujourd'hui c'est le gros du travail de la commission de classement, c'est ces joueurs qui reprennent la compétition, qui ont été blessés, qui reviennent de maternité, alors encore que maternité et blessure à certains niveaux, il y a un blocage de classement dans ces cas, c'est à des rares cas, mais en tout cas, on fait vraiment la chasse à ces reprises de compétition ou des joueurs hors normes, exemple typique, les footeux de haut niveau,
qui commence et qui d'un seul coup explose, on va avoir cet effet rétroactif du classement. C'est-à-dire que les joueurs en question, on va leur actualiser, leur faire un classement rapide, une assimilation de classement, on appelle ça, sauf qu'on va la faire rétroactive. Je reprends l'exemple exprès de mon tournoi qui se commence 28 août. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends en compte les classements millésime -1 à partir de 15 août. Et il se trouve qu'en plein milieu, j'ai un joueur, Cyril Amat, ex-15, qui s'inscrit, mais qui est à 31. Bon, Cyril n'a jamais été -15, je vous assure. Mais imaginons, à partir de là, je vais appeler Jacques Fayard, justement, le responsable du classement, pour lui dire, écoute, Cyril Amat, ancien -15, 31 aujourd'hui, il s'inscrit dans mon tableau, mais moi, mon classement pris en compte, il est au 15 août. S'il te plaît, fais-moi une assimilation de classement pour lui au 14 août, je vais dire 14 pour prendre un peu de marge parce que l'informatique, je m'en méfie toujours un petit peu là-dessus. Tu me le mets au 14 août et à ce moment-là, je réactualise les classements comme d'habitude au 15 août sans rien changer et il apparaîtra rétroactivement à, je ne sais pas, 15-1, 15-1, 15 parce qu'on va considérer qu'il n'est pas encore totalement à son niveau et qu'il va falloir qu'il gagne quelques points sur le terrain. Mais en tout cas, surtout, on fait la chasse à ces joueurs, on ne les laisse pas pourrir le tableau. Le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une réalité du niveau sur le terrain. Voilà, outre les cas individuels, voilà, vous êtes en plein milieu d'un tournoi. Quand est-ce qu'on actualise les classements? Eh ben, il faut être malin. C'est-à-dire que j'ai démarré mon tableau à 31. Il est affiché, j'ai commencé à lancer des matchs. Je n'ai pas encore fait mon tableau à 30, je ne l'ai pas affiché. Le classement sort et je dis, bon, bah, impeccable, je vais actualiser à partir de 30. Ouais, mais le 30 qui descend 31. Eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on ne peut pas le faire jouer parce que le tableau a commencé, le tableau est affiché. À 31, il n'a plus sa place. Il va même disparaître de Moja au niveau de l'affectation. Donc, on ne peut pas actualiser au classement juste après de celui qui est en train de se jouer. Il faut prendre une marge. Il faut actualiser à 15,5. Comme ça, si on a des 15,5 qui descendent 30, pas de problème. Le tableau à 30 n'est pas fait, il n'est pas affiché, je peux encore les rajouter, le faire, etc. Aucun souci. Donc, soyez très vigilants de toujours prendre, entre guillemets, un, voire peut-être deux classements de marge. Après, ça dépend comment vous fonctionnez, ça dépend comment vous convoquez. Voilà, on est toujours au cas par cas, mais en tout cas, ayez le réflexe de ne jamais actualiser au classement suivant que de celui qui est en train de se jouer. Parce que pour ceux qui descendent, eh ben, ils vont être pénalisés. L'idée, c'est qu'on ne sanctionne pas un joueur du fait de sa montée ou de sa descente. Et ça, ce sera vrai aussi pour les matchs par équipe. On y reviendra. Alors, je vois une question sur le chat, sur les questions-réponses. Une question, vous allez avoir besoin de JAT Pro pour gérer autant d'actualisations sur un tournoi de 2 à 3 semaines. Est-ce la fin des bénévoles? Alors, je vais y répondre parce que c'est quand même quelque chose d'assez important à mon sens. Un JAT se doit d'être pro, c'est d'ailleurs une qualification. Vous avez obtenu votre JAT en ayant passé une formation, puis un examen qui vous donne une qualification. Qualification d'ailleurs n'est pas un grade, n'est pas un diplôme acquis à vie, c'est quelque chose qui se réactualise régulièrement, d'où l'intérêt de ce qu'on fait ce soir et de ce que Cyril vous a préparé pour ce live. Donc oui, effectivement, un juge arbitre, c'est quelque chose de, entre guillemets, professionnel. D'ailleurs, globalement, on se bat régulièrement pour bien dire à quoi ça sert un juge arbitre. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui est important, cette garantie de la bonne gestion du niveau, des résultats, pas que uniquement aller vérifier que le joueur ne triche pas sur le terrain. Il y a vraiment cette notion de bien gérer le niveau des joueurs. Et oui, ce travail qu'on vous demande en tant que juge arbitre, on vous demande de faire un travail le plus professionnel possible. Il est d'un niveau professionnel quand on est au niveau 3. Il doit quasiment y être au niveau 2. Au niveau 1, on va être un peu plus tolérant, mais on vous accompagne aujourd'hui justement pour faire en sorte que le niveau des tournois en général soit un niveau très carré, très pro de la part des juges arbitres. Ensuite, est-ce la fin des bénévoles? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Un juge arbitre, c'est une qualité d'officiel de la compétition, reconnue d'ailleurs par l'État, avec une fonction très importante de cadrage des compétitions et de faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai aucun souci à dire que les juges arbitres, les officiels en général arbitrent également, juges arbitres de rencontres par équipe ou de padel, ont des indemnités dans une grande partie des cas, et j'aimerais bien même qu'il l'ait à peu près tout le temps, parce que
C'est pas simple de s'occuper d'un tournoi. Et ce qu'on vous demande vis-à-vis du règlement, vis-à-vis du classement, on vous demande, on a un certain niveau d'exigence. Les joueurs auront de plus en plus un certain niveau d'exigence vis-à-vis de vous. Donc oui, il faut se mettre à jour régulièrement. Encore une fois, d'où l'objet de cette visio ce soir. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faut le prendre comme étant bien. Ça vous. Je vais reprendre un peu ce que dit Jean-Patrick Redley, un des responsables du service, le salarié responsable du service classement à la Fédé, mais aussi du pôle arbitrage en général. C'est bien de se rechallenger régulièrement, de se remettre dans le bain. On ronronnait un peu dans une certaine léthargie et il faut qu'on se bouscule un petit peu et qu'on reprenne la main sur le terrain et faire en sorte que les joueurs se sentent bien dans nos compétitions. Les joueurs se parlent de plus en plus et je vous garantis, moi étant sur un gros tournoi et étant de longue date identifié comme formateur et dirigeant, que les joueurs viennent nous voir et nous disent « Oh là là, si tu savais ce qui se fait dans tel ou tel tournoi ». Donc ça parle. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette tous mutuellement au niveau, plutôt que de simplement des fois se tirer dans les pattes et dire bah oui, là-bas ça se passe pas bien. Non, c'est plutôt de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour tous progresser ensemble et gagner des joueurs et faire en sorte que ça se passe mieux pour nous et pour eux. Après, pour vous rassurer, l'actualisation des classements en cours de tournoi, elle se gère très bien dans la mesure où c'est juste que les effectifs des classements suivants vont légèrement varier par rapport à ce qui avait été au moment de l'inscription. Donc peut-être que ça va vous pénaliser, oui, parce que vous comptiez sortir que 4 qualifiés sortants et du coup ça va plus très bien avec la suite. Mais dans ce cas-là, prenez peut-être 2 classements de marge, histoire d'absorber un peu la nouveauté en un tableau intermédiaire qui va faire que voilà, vous allez retomber sur vos pattes derrière. Et après, rien ne vous empêche de mettre une petite affiche au-dessus de vos tableaux qui sont affichés au club en disant, à titre d'information, les classements, le nouveau classement est pris en compte à partir de tel classement dans le tableau. Comme ça, au moins, les joueurs ont l'info et ils ne s'étonnent pas de dire, bah tiens, c'est bizarre, derrière, c'est actualisé, et puis moi, je ne le suis pas, pourquoi? Bon, voilà. Oui. Mais ce n'est pas une complexité si énorme que ça, rassurez-vous. Hein, bon. Et surtout, pour un tournoi, je reprends la question de tout à l'heure, pour un tournoi de 2 à 3 semaines, non, vous n'allez pas actualiser a priori. Vous allez actualiser une fois avant de faire vos tableaux, sauf si c'est un tournoi de 2 à 3 semaines avec des numérotés, ça peut vous arriver, et qui est à cheval sur 2 mois. Oui, là, pour le tableau final, il faut vraiment prendre en compte les classements le plus à jour possible, mais vous n'allez pas faire non plus 36 mises à jour durant votre tournoi. En général, vous allez en faire une de mise à jour, pas plus. Voilà. Donc, simplement le faire de la bonne manière, judicieusement. Et pour répondre à Philippe Maquet, qui nous a posé la question, de faire attention, Cyril vous l'a dit tout à l'heure, je répète la question de Philippe, si le joueur descend à 31, ne peut plus être dans le tableau à 30, peut-on corriger son classement? Comme a répondu Cyril dans le chat, ce joueur-là, il ne fallait pas reclasser à partir de 30, mais reclasser à partir de 15-5. Comme ça, un 15-5 qui descend 30 reste dans votre tableau 3e série et il est toujours dans l'effectif affectable. Si vous avez un tableau qui commence à partir de 30, mais qu'avant de le faire, vous reclassez dès les 30, vous prenez effectivement le risque qu'un joueur tombe 31 et que vous ne puissiez ni le mettre dans le tableau 31 qui est déjà fait, affiché, convoqué, ni dans le tableau 30 à 15-3 par exemple, parce que voilà, il est plus 30. Donc toujours, comme vous l'avez dit Cyril, reclasser au moins 1, voire 2 classements au-dessus du premier classement qui n'est pas affecté dans un tableau. Voilà, donc justement, quand actualiser, effectivement, on est à peu près, ça dépend de votre façon de travailler, mais entre 5 et 10 jours avant le début du tournoi. Et quand vous voyez voilà, qu'il y a des joueurs qui ont eu le meilleur classement, voilà, un petit coup de fil, un petit mail à Jacques Fayard, puis on refait une actualisation derrière. Voilà, ça se fait vite. On va passer un petit peu cette diaplo. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous expliquait. Hein. Donc effectivement, j'ai un tableau qui est en cours jusqu'à 31. Le 30-15-5, il n'est pas affiché. Là, le classement sort. Et voilà, si je fais une actualisation, je n'actualise pas à 30, sinon je vais en perdre en route, mais j'actualise à 15,5, voire même peut-être à 15,4 si je veux prendre de la marge. Voilà, donc ça reprend ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de souci particulier, il faut juste y penser et voilà. Si vous ne reclassez pas, ce qui peut arriver, hein, voilà, voilà,
j'ai pas pu reclasser, le tableau est en cours, ou alors ça m'arrangeait pas bien là sur les prochains classements, donc j'ai pris 2 classements de marge, donc du coup le tableau qui vient à 15-2, 15-1, je l'ai pas réactualisé. Eh bien, vous aurez quand même une information, vous dans Moja et à l'impression sur les tableaux, de quel est le nouveau classement des joueurs. Comme vous voyez ici, là, sur la première capture, vous avez Martin qui est 15-2 et en dessous, vous avez le 15-1 entre parenthèses. Eh bien, ça veut dire que c'est le nouveau classement entre parenthèses. Donc, il est monté 15-1. Voilà, donc ça vous donnera, vous, l'information. Ça donnera aussi l'information aux joueurs. Ce qui fait que, eh bien, sur le tour d'après, Martin, si Lam bat Martin, dans son palmarès, au jour du match, il est 15-1. Donc, il aura une victoire à 15-1, même si sur le tableau, il sera encore 15-2. On l'a dit tout à l'heure, on bat un joueur, on prend les points du classement au jour du match. Donc, même si dans le tableau, on ne l'a pas actualisé, sur le terrain, à l'instant T, il est quand même 15-1. Donc, je prends les points de 15-1. Voilà. Donc, les joueurs auront quand même l'information et vous aussi, vous l'aurez. Vous, ça peut être intéressant de l'avoir pour affecter vos joueurs. Alors, bien sûr, on a la disponibilité, on a la progression, on a pas faire jouer les 2 joueurs d'un même club, etc. Mais peut-être que, voilà, par rapport à une tête de série, des choses comme ça, on peut réfléchir et on dit, ah, tiens, lui, il est monté 15-1, donc il est un peu meilleur, donc je peux le mettre là. Voilà. Ça peut être un élément aussi pour améliorer encore plus la qualité du tableau, même si tout cela est très théorique. Parce que même s'il est monté 15-1, s'il se trouve le jour du match, il se trouve le jour du match. Hein, ça ne changera pas. Il n'y a pas de souci. Pour les matchs libres, aucun changement. Comme on vous le disait, compris entre non classé et 31. Il doit être saisi sur Haddock. Il peut être saisi sur Haddock, il peut être saisi sur TenUp. Vous avez toujours sur Moja la fonction unitaire du match unitaire dans les poules et les TMC. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, les matchs libres sont en nombre limité. C'est un appel à la compétition et ça ne vaut pas un tournoi en tant que tel. Éviter, en général, là, je prends la casquette, il sait très bien ce que je veux dire, Cyril. Je prends 2 secondes la casquette de vice-président en charge de la compétition. La courbe de croissance des matchs libres est très exactement en relation avec la courbe de perte des matchs payants en tournoi. Autrement dit, si on veut être sûr de ne plus avoir de compétiteurs en tournoi et ne plus avoir de rentrée d'argent et de buvettes, les matchs libres, c'est un outil fabuleux. Si par contre, au contraire, on veut que ce soit un outil pour l'entrée dans la compétition, alors il faut en limiter le nombre. C'est ce qui est fait désormais. Les joueurs ont un maximum de 3-4 matchs libres gratuits possibles en 4e série. Et après, les matchs suivants devront être faits en tournoi. Donc, c'est vraiment un produit d'appel. Ce n'est pas un produit de remplacement. C'est important de le souligner comme ça. Dans un cas, c'est quelque chose qui, au contraire, nous fait beaucoup de mal. Dans un autre, c'est un vrai outil, un vrai levier pour initier les gens à la compétition. Donc, bien l'utiliser de la bonne manière. Voilà, on va avancer un petit peu. Là, on a vu un petit peu l'aspect JAT de tournoi. On va passer maintenant au championnat individuel. Alors là, on s'adresse un petit peu aux JAT qui officient un peu dans leurs comités départementaux, qui créent les championnats. Les championnats 4e série, 3e série. Voilà. Est-ce que moi, je suis 31 à la date d'inscription au championnat 4e série? Je m'inscris, je suis 31. Le championnat ne va pas se dérouler le lendemain de mon inscription. Il va peut-être se dérouler un mois après parce que il y a des délais, il y a des dates, il y a des choses comme ça. Moi, entre-temps, j'ai bien matché. Du coup, je suis monté 30. J'arrive pour le championnat individuel. Est-ce que je joue en 4e série ou en 3e série? La règle, c'est que c'est la date limite d'engagement qui fait foi de la première phase qualificative. Donc, je me suis inscrit à la date limite, j'étais 31, je jouerai 4e série. Je jouerai dans la compétition des 4e séries. Sauf que, sur le tableau, j'apparaîtrai à 30 parce que le JA aura actualisé les tableaux et qu'on respecte la règle d'établissement des tableaux. Donc, forcément, je jouerai à 30 et je prendrai un 31 qui arrivera sur moi ou un 32. C'est exactement pareil que ce qui se produit jusqu'à maintenant, à savoir que en début d'année, on faisait le championnat départemental, on était 31, et finalement, quand vous allez voir les championnats de France qui sont l'aboutissement de toutes les phases qualificatives, la 4e série, il n'y a pas un 31 dans le tableau, il n'y a que des 15-2, des 15-3, parce que les mecs étaient montés au classement mensuel. C'est exactement la même chose. Là, il faut dire que le classement pris en compte, c'est le classement à la date d'inscription, mais qu'après, pour établir les tableaux, je prends en compte le classement réel, le dernier classement connu du compétiteur.
Ça, c'est important aussi de l'expliquer parce que vous allez avoir des joueurs qui disent « Attendez, je ne comprends pas, là, je suis en 4e série et je joue un 30, pourquoi il n'est pas avec les 3e séries ?» Voilà. Et ça a des conséquences aussi sur les clubs. On sait que dans certains comités départementaux, certains clubs font un tournoi interne, par exemple 4e série, et qualifient, entre guillemets, les meilleurs 31, le vainqueur, le finaliste, ça peut être 32, peu importe, ou un autre classement, mais ils qualifient les vainqueurs, le finaliste pour le championnat départemental. Ouais, sauf qu'entre-temps, peut-être que les mecs seront montés 15-3. J'exagère un petit peu, mais ils seront peut-être montés 30 ou 15-5. Bon, bah, il faudra prendre en compte le classement à la date d'inscription. C'est exactement ce qui se passe actuellement quand vous avez le bonheur d'arriver au championnat de France, au championnat de France à la phase finale à Roland-Garros. Le tableau 4e série, fin de 4e série à Roland-Garros ne comporte aucun 4e série. Il ne comporte que des joueurs qui sont déjà montés 15-4, 15-3, 15-1. Parce qu'ils ont déjà fait des gros résultats, puisque pour s'extirper d'un tableau 4e série départementale puis ligue, a priori, ils ont déjà fait beaucoup de victoires et en général, ils ont aussi fait d'autres victoires en tournoi. Donc, il n'y a plus aucun 4e série dans le tableau final à Roland. Et puis, tu as les bonus de victoire en championnat individuel, donc ça rajoute des points. Et voilà. Donc, alors, ça sera valable dans le cas contraire également. Vous avez également le cas du classement, du joueur qui s'inscrit au plus tard le 15 septembre et qui est 3e série. Il s'inscrit donc dans le championnat 3e série, sauf que le championnat en question ne va commencer réellement qu'en novembre. Entre-temps, le joueur, de la même manière, est retombé à 31. Et c'est pareil. Si on le gère comme il faut, on le mettra à 31 dans le tableau 3e série. C'est important parce que vos tableaux n'en seront que plus justes sportivement. C'est vraiment, on en revient toujours à cette notion d'avoir sportivement une bonne gestion du classement et donc de la force des joueurs au fur et à mesure. Il va se passer quelque chose de très pratique là pour vous, enfin pas pratique, mais concrètement pour vous. Vous allez inscrire des joueurs qui n'ont pas le classement dans une série à laquelle ils ne devraient pas jouer. Par exemple, ici, on a Romain Dopaki là, qui travaille au service classement de la Fédé. Il s'inscrit en 4e série parce qu'au moment de s'inscrire, il est 31. Sauf qu'entre-temps, il monte 15-4. Lui ou vous, quand vous allez le rentrer dans l'AEI parce que vous avez la liste des inscrits, on va vous mettre un message comme quoi il n'a pas le classement requis pour jouer à la compétition. Mais vous allez quand même devoir confirmer son inscription dans les 4e séries. Mais bien évidemment que dans le tableau, il apparaîtra 15-4 une fois que vous aurez mis à jour les classements. D'accord ? Et finalement, on se rend compte que si on pousse un peu plus loin, il était 31 à l'inscription, il est monté 15-4, mais au moment de faire le tableau, il est redescendu 15-5. Et vous aurez un 15-5 dans le tableau. Mais la règle, retenez ça, c'est très simple, c'est le classement pris en compte pour déterminer la série, c'est le classement au jour de l'inscription, à la deadline de l'inscription. Et là, c'est important, là-dessus, je fais une petite parenthèse, puisque c'est des nouveautés sur lesquelles il va falloir qu'on se coordonne les uns les autres, les différents comités et ligues. Il y aura a priori une date de prise en compte universelle, puisque le championnat de France 4e série est censé commencer partout de la même manière. Donc, il va falloir qu'on se détermine a priori pour la Ligue une date de prise en compte du classement. Ça va être tout naturellement le premier classement de septembre, par exemple, et de dire que c'est ce classement qui est pris en compte pour toutes les inscriptions des différents championnats de comité, puis donc de ligue. Voilà. Effectivement, ça sera une coordination à faire. Au niveau des championnats par équipe, eh bien là aussi, on vous dit en quelque sorte aucun changement. C'est le classement à l'inscription qui fait foi. Donc, ça dépend comment fonctionne votre comité, votre championnat, mais il y a plusieurs règles. On peut mettre les brûlés, on peut avoir une liste ouverte, etc. La règle, c'est que à l'inscription, je suis inscrit dans l'équipe 2. Je suis donc autorisé à jouer dans l'équipe 2 du début à la fin du championnat. Même si je suis monté et que du coup, le poids d'équipe est bien supérieur à celui qui avait été pris à l'inscription, j'étais dans l'équipe 2, je peux aller jusqu'au bout avec mon équipe 2. Je prends un exemple. Vous avez une équipe 1, 4-15-1. Vous avez une équipe 2, 4-15-2. Les équipes 1, en cours de championnat, tout le monde se maintient à 15-1. Dans l'équipe 2, 3 maintiens à 15-2 et une montée à 15-1. Le poids de l'équipe 2, il va être plus fort que celui qui était enregistré. Bon, c'est pas grave, on ne va pas pénaliser un joueur parce qu'il est monté et on ne va pas lui dire non, tu joues plus, c'est fini. Non, c'est ça la règle, c'est qu'on ne pénalise pas un joueur de sa montée ou de sa descente au classement suivant. Donc voilà, il faut retenir ça.
à vous d'instaurer des règles. On attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a certaines règles qui seront un peu difficiles à mettre en place. J'espère que ça n'existe plus, mais si vous avez encore des règles du style pour jouer en phase finale, il faut que l'équipe ne soit pas plus forte que la meilleure composition qui a été mise en poule, bah ça, on ne peut plus le faire. Bah, je viens de répondre à la question. Si vous avez un ou deux mecs qui est monté, la composition en phase finale, elle va être meilleure que celle qui a été en poule, alors que ce sera les mêmes joueurs. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, il y a des règles maintenant à proscrire vraiment dans l'organisation du championnat. Il faut tordre le cou. Oui, excuse-moi. Il faut vraiment tordre le cou à des vieilles règles qu'on garde encore. Il y a encore des ligues ou des comités. Je crois que chez nous, c'est fini. Il y a encore des ligues, je sais, qui utilisent la règle, par exemple, de hiérarchie des classements avec la règle de joueurs grillés. Souvenez-vous, c'était anciennement j'ai joué 2 fois avec l'équipe 1, je n'ai plus le droit de jouer en équipe 2. Sauf qu'entre-temps, il y a un joueur de l'équipe 2 qui change de classement, puisqu'on change régulièrement de classement, qui me passe devant au niveau classement. Il va donc naturellement jouer systématiquement lui en équipe 1, sauf que moi, j'ai plus le droit de redescendre en équipe 2 puisque je suis grillé. Donc ça, on oublie ces règles-là, qui sont des règles d'un autre âge. Désormais, on joue vraiment avec le classement du jour J. Et en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même, c'est pas pour rien qu'on a instauré le principe de la liste de joueurs. Qui plus est, on a mis une souplesse désormais avec le joueur inférieur ou égal au 4e de la liste en senior plus et au 5e de la liste en senior peut intégrer à tout moment une composition d'équipe. Ça vous permet d'avoir une grande souplesse et on oublie toutes les autres règles. La seule chose par contre qu'il faudra faire attention malgré tout, et c'est pour ça qu'on vous incite à vraiment, dans le cadre des équipes, bien compléter vos listes d'équipes. Ma liste d'équipes comporte en senior plus au hasard, puisqu'on y est en ce moment, comporte 4 joueurs, dont le 4e est 15-4. Il se trouve que moi, en ce moment, je suis, je ne sais pas, par exemple, 15-4 justement en ce moment, 15-4, je suis inférieur ou égal au 4e de la liste, même si je ne suis pas dans la liste, j'ai le droit d'intégrer la composition, et dès l'instant où j'aurai joué une rencontre, j'intégrerai la composition de la liste pour les matchs suivants. Mais imaginons que je ne joue pas tout de suite, je n'ai même pas pris ma licence, je la prends un peu plus tard, et entre-temps, je joue un petit peu et je monte 15-3. Je monte 15-3, mon nouveau classement est donc 15-3, je suis supérieur ou égal au 4e joueur, enfin je suis strictement supérieur au 4e joueur de la liste qui, je vous le rappelle, était 15-4. Là, c'est bloquant, d'où l'intérêt de vraiment me mettre très très vite, dès le début, dans la composition de la liste, et après, je pourrais bouger de classement. On s'en fiche, j'étais dans la liste, je reste dans la liste. C'est tout l'avantage de cette gestion de liste de joueurs en équipe. Ça permet de gérer cette fluctuation de classement sans aucun problème. Donc vraiment, on y a beaucoup réfléchi. Donc là, c'est vraiment une parenthèse. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais on a énormément réfléchi à nos règlements équipe ligue pour que ça prenne en compte à peu près tous les cas de figure avec les règlements actuels. On oublie tout l'ancien temps. Voilà. Juste quand même une information. Si vous avez des rencontres prévues le mardi, ça peut être le cas d'un report par exemple qui se joue le mardi. Si bah, voilà, ça joue à 9h et le nouveau classement n'a pas encore été publié à l'heure du début de la rencontre, dans ce cas-là, eh bien, on va jouer avec les derniers classements connus. Hein, on avait une question aussi là sur les tournois. Bah oui, mais moi, si le tournoi il termine le dimanche, je sais pas, 3-4 du mois, ben, j'ai pas eu le nouveau classement, je peux pas actualiser pour le tableau final, bien entendu. Ou même si là, il sort et que c'est compliqué, voilà, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas les nouveaux classements, on peut pas actualiser, bien évidemment. Important quand même de dire que, par contre, pour la composition au jour J de la rencontre, on joue avec les classements connus. Donc, attention, si on doit changer numéro 1, numéro 2, numéro 3, il faut jouer avec les classements connus. Et ça, c'est vraiment la responsabilité des capitaines des clubs de bien afficher les bons classements au jour J. Parce que si on demande des licences aux joueurs, vous allez, s'il l'a édité en septembre, vous allez avoir son classement de septembre. Donc, c'est aussi au juge arbitre de la rencontre de bien vérifier que les classements qui sont donnés par le capitaine ou par le club sont bien les bons au jour J. C'est vachement important. Voilà. Donc voilà un petit peu les différentes règles. Tout est possible, mais attention à comment vous les organisez. On vous met un petit peu des références là, sur les articles des règlements sportifs, articles 88, 85.4, etc. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. À l'inscription, on a un Raphaël Lipp qui est 4-6.
Sauf que le jour du match, il est monté 3-6. Il joue bien avec le classement qu'il a au jour du match. Ça, c'est toujours le principe de base. On s'inscrit, on a un classement, c'est ce classement qui nous donne le droit de jouer dans telle équipe. Mais au jour J, je joue avec le classement que j'ai à l'instant T sur le terrain. Voilà. Donc, c'est les mêmes principes qui s'appliquent, qu'on soit en tournoi, qu'on soit en championnat individuel ou en championnat par équipe. C'est quoi les enjeux? Eh bien, effectivement, on est juge arbitre de tournoi ou on est JAE d'une rencontre par équipe. Eh ben, c'est de s'assurer du bon classement du joueur et de la bonne durée du match. Et oui, parce que on va le voir plus tard, il y a des fois des juges arbitres qui, dans un tournoi individuel, renseignent des scores d'un match qui va se jouer dans une semaine, parce que il s'est avancé, c'est un long tournoi, on joue que le soir, que les week-ends, et en fait on a avancé un match, mais on l'a pas décalé sur la programmation. Ouais, sauf qu'entre-temps, il y a un classement, du coup, ce résultat, il ne comptera pas dans le classement. Donc, il faut toujours saisir la bonne date du match. C'est pareil pour les matchs par équipe. On a une rencontre qui est reportée. Il faut donner la main pour qu'on saisisse la bonne date de rencontre pour que ce soit bien les classements au jour du match de la rencontre qui soient pris en compte. Voilà. Donc, le cas où vous avez un match que vous n'avez pas programmé sur Moja et vous l'avez joué, eh bien, vous aurez la case ici, date de programmation ou heure de programmation, ici, là, qui prendra en compte donc cette date-là comme jour du match. Donc, soyez juste, soyez honnête, ça peut arriver. Hein. Vous avez un VO, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, on est jeudi, vous avez un VO ce soir. Bon, vous avez le prochain match qui est demain soir, et le mec du demain soir, vous le connaissez, vous l'appelez, tu peux venir ce soir, ouais, pas de souci, et du coup, vous avancez un match, entre guillemets. Bon, vous allez peut-être sortir le WO de votre programmation et mettre le match d'hier à aujourd'hui. Le match de demain, pardon, à aujourd'hui. Sauf que le WO, il n'est plus dans votre programmation. Donc, vous devrez renseigner la date de ce jour pour affecter le score de la rencontre, à savoir, là, en l'occurrence, un WO. Mais de toute manière, par défaut, cette date de programme, il y a une date de saisie qui est gardée malgré tout dans les bases de données. Donc, à la seconde où vous le saisissez, il y aura quand même une date qui sera enregistrée. Tout à fait. Parce que de temps en temps, il y aura, Cyril vous l'a dit, si jamais on enregistre des matchs du futur, la date du jour va prendre le pas sur la date du futur. Parce que si on la saisit aujourd'hui, parce qu'on a des matchs, il faut savoir que d'ores et déjà, il y a déjà plus d'une cinquantaine de matchs de fin novembre qui sont déjà saisis en base de données à la Fédé. Donc, c'est parce qu'il y a une organisation un peu tordue. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la date de saisie du score a pris le pas sur la date de programmation du match. Voilà. Donc pareil pour ceux qui gèrent la GSO, la gestion sportive côté organisateur, eh bien voilà, vous devrez bien cocher autoriser les changements de date dans TENUP, et dans TENUP, le juge arbitre aura ce petit pictogramme là pour régler la date réelle de la rencontre. Donc là aussi c'est important. Après vous pouvez la cadrer vous en tant qu'organisateur, mais voilà, il va falloir qu'on soit encore plus vigilant et précis sur la bonne date du vrai match ou de la vraie rencontre, parce que ça va impacter le calcul du classement derrière. Du côté un petit peu des joueurs, maintenant, rapidement, on arrive, on vient de faire 1 heure de webinaire, on va accélérer un petit peu, mais du côté des joueurs, voilà, il y a plus de renseignements. Il y a le jour du match. Donc là, c'est pareil, si vous mettez un mauvais jour, le joueur va le voir. Il peut vous appeler, vous dire comment ça se fait, c'est pas la bonne date, le classement est sorti, ça n'a pas été pris en compte. Et il va voir jusqu'à quand court ce résultat. Voilà, donc il va pouvoir aussi simuler son classement. Donc la simulation de classement a été un petit peu refaite. Voilà, il peut choisir le mois, il peut choisir le classement qu'il a, et donc ça lui indique combien de points il lui manque, etc., etc. Et le mois suivant, combien il sera, est-ce qu'il pourra descendre, et tout ça. Voilà. Donc ça aussi, ça a été refait, ça a été un petit peu plus explicité aussi pour que le joueur puisse mieux le comprendre aussi. Mais inévitablement, vous risquez d'avoir des questions de la part des joueurs. Voilà, pour conclure ce webinaire, avant peut-être de laisser quelques-uns d'entre vous qui souhaitaient vous exprimer par écrit du coup, voilà, on vous renvoie bien évidemment sur tous les supports de communication qu'ont fait la Fédé depuis l'annonce de ce nouveau classement, des vidéos, des forums questions, les réseaux sociaux, le site internet de la FFT où il y a énormément d'informations, je le répète, et puis voilà, les différents règlements sportifs aussi, les différents articles, les pages relatives au classement. Vous savez qu'en tant que
que JAT en tant qu'officiel de la compétition. Et même, j'ai appris récemment, les non-officiels, ceux qui n'ont aucune qualification. Vous pouvez vous connecter sur le site Mon Espace Arbitrage avec vos identifiants TENUP et accéder à toute la base documentaire, à tous les règlements sportifs, à tout le guide de la compétition, le guide du JAT, etc. Et voilà, ce sont de bons outils supplémentaires pour parfaire votre connaissance des fonctions qu'impose votre qualification. La conclusion, je vous le disais, cette réforme, c'est d'être plus juste, plus lisible, plus attractif. Le joueur, il est seul acteur de son évolution. Il ne dépend pas de l'indirect, de la perf indirecte, tout ça, c'est terminé. On reflète plus le niveau du joueur à l'instant T. C'est basé sur 12 mois glissants. On peut monter, on peut descendre. Et pour monter, il faut avoir battu le classement du joueur sur le terrain. Voilà. C'est des paramètres aussi qui ont été un petit peu adaptés entre voilà, les débutants, les quatrièmes séries, les tout premiers classements et les numérotés. Voilà. Tout le monde est concerné par cette évolution du classement. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à poser les questions par écrit si des fois nous n'avons pas répondu. En tout cas, voilà, on espère vraiment que cette soirée, cette petite heure vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de mieux saisir un petit peu les impacts que vous aurez au quotidien en tant que juge arbitre. Mais je le répète, rassurez-vous, c'est pas démentiel, hein, c'est actualiser les classements, juste choisir sa bonne fourchette, bien mettre le bon jour, le bon heure, le bon score. Ça, c'est déjà le cas avant, j'en suis sûr. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Voilà, je suis désolé, on a été sans fond d'écran pendant quelques secondes, mais voilà, Vincent, tout sourire peut apparaître maintenant. Attention, Vincent, tu es filmé. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on peut rester encore connecté quelques minutes pour ceux qui le souhaitent pour répondre à vos questions. Pour ceux qui veulent nous quitter, écoutez, merci beaucoup de votre attention, merci de votre présence. Voilà, on essaye de faire au mieux, de vous donner un maximum d'outils, de clés. On ne peut pas tout faire, on n'a pas toutes les techniques fédérales, etc., par cœur comme les salariés qui bouffent du classement de 8h à 19h. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de dégrossir le trait, de vous donner les bons outils. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci en tout cas de votre présence et de nous avoir suivis ce soir. Vincent, le mot de la fin, et puis je reprends les questions si besoin en attendant. Alors déjà, je souriais parce que j'étais en train de t'écrire un message privé pour te dire il n'y a rien d'affiché. Donc c'est bien, il y avait quelque chose d'affiché juste après, ma tête. Je crois qu'on a essayé de vous faire un panel, une vision 360 de tout ce qu'impliquait cette réforme du classement. Elle était nécessaire parce qu'il fallait dépoussiérer ce classement, nécessaire pour se mettre dans l'air du temps, nécessaire pour essayer de se challenger les uns les autres. Je crois que c'est important. On est vraiment acteurs, les officiels de la compétition. On est chargé de mission publique, je vous le rappelle, dans le cadre de la loi, réellement. Donc, on a une mission de service public quand on est dans l'exercice de nos fonctions. Donc, on n'a pas un petit rôle, on a un rôle qui est extrêmement important. C'est sûr que l'arbitre de chaise, on arrive assez facilement à déterminer que son rôle, c'est de faire en sorte que la rencontre, le match se passe bien, qu'il n'y ait pas de tricherie sur le terrain, et de bien gérer les colères des uns ou les doublés dans la raquette des autres, etc. etc. Mais les juges arbitres, on a plein d'autres choses à s'occuper. C'est parfois une fonction qui est délicate à expliquer aux gens, aux néophytes. Quand on me demande, et ça a dû vous arriver vous aussi, juge arbitre, tu fais quoi dans le tennis? Ah, t'es juge arbitre? Ah oui, t'es sur la chaise? Non, je suis pas sur la chaise. Ah bon, tu fais quoi alors? J'organise tout le reste. Et tout le reste, c'est pas rien, parce qu'on est garant de cette fichue sincérité des résultats. Et cette petite phrase, la sincérité des résultats, est quelque chose qui est fondamental. On est vraiment, nous, les acteurs, garants, on est vraiment les garants du fait que les classements seront le plus justes possible au fur et à mesure. Donc vraiment, on a un vrai boulot là-dessus. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont mises en place au fur et à mesure. Donc j'espère, je compte sur toi, Cyril, pour Oui, récupérer les quelques questions. Juste une chose, j'ai répondu à une question que tu avais déjà répondu plus ou moins sur les TMC. Julien dit que
ça peut être difficile d'attirer les classements de la fourchette haute, par exemple un TMC 15-4, 15-1. Eh bien, je réponds que oui, effectivement, il ne va pas perfer, donc s'il a besoin de la perf pour monter, c'est pas sur le TMC qu'il va l'acquérir. Par contre, s'il a déjà la perf, mais qu'il a tout simplement pas encore le total de points pour monter 15, il sera peut-être content de venir faire un TMC, de battre des 15-1 et des 15-2 qui vont lui apporter les derniers points manquants pour monter 15. Donc c'est déjà, voilà, ça peut être le cas. Après, bon, bah, je ne sais pas quelle est la doctrine, mais peut-être faire un beau cadeau, un repas gastronomique. Voilà, à 15-1, si on gagne des tournois, c'est pas tous les jours, sauf peut-être les tournois qui sont limités en classement. Donc voilà, on n'a pas toujours. Ça peut être, si on redescend d'un cran pour des 31 par exemple, bah voilà, on peut offrir peut-être un beau cadeau si on a un partenaire, un repas gastro, un truc que bah, le 31 dans un tournoi classique, à part un surgrip et peut-être un t-shirt, il n'aura pas grand-chose en lot. Là, ben, il gagne le TMC, ouais, il n'a pas parfait, mais par contre, il a eu un beau lot, un beau truc derrière. Donc, on peut essayer de jouer là-dessus, en plus du côté compétition, en effet. Mais de toute manière, il y avait déjà de plus en plus cet effet sur les TMC précédemment, qui est que la fourchette haute des classes des TMC, on avait de toute manière toujours du mal, et ça ne fait que le renforcer, c'est vrai, à les attirer, puisqu'ils jouaient de base en contre. Donc la contre, quelque part, fait des points en moins à cause de ce fameux calcul V-2E-I. À chaque fois, j'ai un peu de mal avec ça. Bref, pour le nombre de victoires prises en compte, indirectement, ça fait un petit peu perdre de points. Et donc, les meilleurs classés ont toujours été frileux dans les TMC. Cela étant, les TMC, globalement, il faut les garder. Cyril vous en a un petit peu parlé, vous a donné une clé. C'est censé être de l'événementiel, avec peut-être un sponsor, avec peut-être quelque chose de plus festif. Je prends régulièrement l'exemple du padel, avec les poules qui se terminent par un TMC, et en plus des repas pris en charge dans le coût de l'inscription, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très festif, qui marche très très bien. Les TMC de tennis, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal à relativement haut niveau, parce que ça vient pas mal parasiter les tournois qui sont en cours dans le coin. Si jamais vous faites un TMC à 12-16 joueurs, alors qu'il y a, donc je parle de TMC à 15-1, alors qu'il y a un tournoi de 13e catégorie qui se termine aussi à 15-1 à 30 km de là, vous allez lui pourrir son tableau. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des fourchettes de classement qui désertent les tournois traditionnels parce qu'on fait un peu trop, à mon sens, de TMC. Donc il faut peut-être le garder beaucoup pour les jeunes, beaucoup pour la 4e série, peut-être beaucoup pour les dames aussi. Je suis pas fan personnellement des TMC seconde série et plus. Mais si ça fonctionne, continuez, tant mieux. Par contre, j'invite vraiment, et là c'est plutôt un boulot des comités avec la Ligue, à ce qu'on fasse un beau boulot d'harmonisation pour éviter qu'on se marche sur les pieds les uns les autres. L'idée, quand on parle d'homologation des tournois, c'est de faire en sorte que tous les tournois marchent à fond, et pas qu'on ait des dates qui soient à cheval les uns les autres. J'ai vu aussi une question importante, toute simple. Oui, ce PowerPoint, on le mettra à disposition plus tard. L'enregistrement, on va se débrouiller pour le récupérer en espérant que ça ait marché, et ensuite le mettre disponible sur notre chaîne YouTube à la Ligue. Encore une fois, j'espère qu'on arrivera à tout faire. C'est une première. Je suis absolument ravi que Cyril, et je voudrais vraiment le remercier devant tout le monde, ait proposé de s'occuper de cette mise en place. C'est notre premier événement live de cette manière. Merci encore, Cyril. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Cyril, à mettre en avant. Non, Gilles dit que l'harmonisation des tournois et le choix des dates sera toujours utile. Ben, effectivement, après, je rajouterais même que vous, JAT de club, vous pouvez aussi communiquer avec votre comité de tournoi, avec vos dirigeants, pour dire bah, attention, là, on va commencer un tournoi, ça va peut-être coincer, ou peut-être le tableau final, ça peut peut-être coincer. Est-ce qu'on peut le décaler d'une semaine parce que sportivement, ça pourrait se justifier avec le nouveau classement. Maintenant, il y a plein de règles, il y a plein de contraintes quand on veut faire homologuer un tournoi, les clubs voisins, si ça s'enchaîne, tout ça. Donc, vous n'aurez pas toujours gain de cause, mais en tant que JAT, vous êtes un acteur du tournoi et vous êtes une grosse force de proposition auprès de votre comité de tournoi.
Et je pense qu'il faut qu'on insiste aussi là-dessus. Même un tournoi de club doit avoir un comité de tournoi parce que vous n'êtes pas seul décisionnaire sur certains points. Vous êtes un très bon conseiller sportif, une très bonne force de proposition, mais vous devez avoir des dirigeants de club qui vont vous dire, bah non, nous, la finale, on la met à 15 heures parce qu'on a le monsieur le maire qui vient. Toi, ça t'arrange de la mettre à 10 heures, mais non, est-ce qu'il va pleuvoir? Bah ouais, bah nous, on veut la mettre à 15 heures. Ok, bah il pleut, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me proposes comme solution, comme court couvert? Est-ce que tu as des gymnases? Est-ce que tu as un truc? Est-ce que tu acceptes que ta finale se joue en gymnase et que ce soit un peu moins festif? Voilà. Théoriquement, le juge arbitre n'a pas les pleins pouvoirs sur un tournoi et il y a un vrai rôle avec le comité de tournoi. Donc voilà, c'est aussi un sujet de date que vous pouvez aborder avec eux en amont ou pour l'année prochaine parce qu'on s'est rendu compte que ça coinçait. Voilà. Je te vois sourire, Alors, Vincent. je souris parce que je pense qu'on a le mot de la fin absolument parfait. On nous demande, alors vraiment, il faut qu'on arrive à avoir peut-être un peu plus de noms, parce que là, je vois que c'est anonyme, mais voilà, j'aime bien voir les noms qui s'affichent au fur et à mesure, c'est très plaisant de voir un peu les différents participants. Donc, quelqu'un qui nous dit, serait-il possible de prévoir d'autres événements de ce style, par exemple sur l'utilisation de Moja et la mise en place de ces nouveaux classements? Ma réponse, je l'ai écrite et je la redis à tout le monde. Oui, 1000 fois oui, c'est une première. Encore et encore merci Cyril, mais ce n'est qu'une première qui en appellera d'autres. J'espère vraiment pouvoir vous faire prochainement profiter d'autres visios du pôle compétition, peut-être sur l'utilisation de Moja et des nouveautés, puisqu'il y a eu des sacrées nouveautés. Les tableaux proposés par Moja sont devenus très très bons. Le découpage sera toujours de votre prérogative et donc si vous faites un mauvais découpage, vous aurez toujours quelque part fait un mauvais job, mais si vous faites un bon découpage, Moja vous fera des super tableaux. Comment gérer correctement une programmation? Comment gérer correctement les disponibilités des joueurs, les susceptibilités des joueurs? Peut-être que Cyril, plus tard, en tant que chef des arbitres international et également arbitre fédéral, pourra nous faire des petites visios sur comment gérer les desiderata du joueur qui veut une banane au tie-break du troisième set avant le changement de balle, tout en ayant eu un roulé-boulé et 3 blessures, et comment on traite les blessures dans ce cas-là sans dépassement de temps intentionnel, etc., etc. Donc des petites visios, des petits webinaires sur différents sujets. On vous en fera d'autres. Je suis très très fier que le pôle compétition ait initié cette visio et ce mode de fonctionnement. On en fera d'autres, oui. Donc ce sera, si tu le permets Cyril, le mot de la fin, c'est que ce n'est qu'un au revoir. Merci à tous. Merci Vincent, merci beaucoup de ta participation et tes éclairages très précis également. Voilà, Moja a bien évolué et on sait que tu as joué un grand rôle. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.